Bien évidemment préféré, interagir, avec vous, en direct, en chair et en os, mais bon, c'est pas possible aujourd'hui. Donc je me présente, je suis Lise Brunet, je suis spécialiste, de l'évolution des modes de vie et des modes de consommation. Heu, voilà, mon travail, c'est vraiment d'observer, d'interroger les gens, et d'observer à travers, le ressenti, l'opinion, l'état d'esprit, les sensibilités des gens, comment est-ce que les choses, évoluent et dans quelle direction elles évoluent plus, spécifiquement. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est, de faire un tour d'horizon des tendances qu'on observe, qui sont, soit des tendances émergentes, soit des tendances liées à la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui, soit des tendances, de fond qui sont de plus long terme, et de voir dans quelle mesure ces tendances influencent, ont des conséquences, directement sur, la relation client. Sachant que quand on entend, la notion de relation client, bien évidemment, on essaye de comprendre, quelles sont les interactions entre les clients d'une part, mais également, bien entendu, les personnes qui sont en position, ou les entreprises qui sont en position, d'offrir des produits, ou bien des services. Alors simplement, pour commencer, juste un petit point, de méthodologie pour vous dire un petit peu comment est-ce que, tout ce qu'on observe, ce sur quoi c'est basé. Et bien, c'est basé sur, une grande enquête quantitative, un observatoire qu'on réalise, auprès de la population française depuis 1975, chez Sociovision. Donc on a cette possibilité vraiment de voir comment est-ce que les choses bougent et évoluent de manière quantitative. Je dirais qu'on a tous autour de nous, une représentation de ce qui se passe, de ce qui bouge. On a tous, des intuitions, des ressentis. Ici, ces chiffres-là permettent d'objectiver certains ressentis qu'on a et aussi de pouvoir faire la différence entre, des tendances qui sont vraiment des choses émergentes, mais dont parfois on parle beaucoup. Donc parfois on a l'impression que c'est des choses qui sont très installées alors que c'est vraiment en train de commencer à se développer et puis vraiment de mettre en perspective quels sont, les réels phénomènes, de fond. Donc on interroge chaque année, 6 000 Français, âgés de 15 à 74 ans et on les interroge sur toutes les dimensions de leur vie. On va explorer leur relation au travail, leur relation, à l'alimentation, leur relation à la politique, leur relation à l'engagement dans la société, leur relation à la famille. L'idée étant vraiment de comprendre comment toutes ces dimensions, elles fonctionnent, entre elles. Et puis donc, on est, centré sur la population française, aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses que je vais montrer, vous allez le voir, qu'on retrouve aussi dans d'autres pays, hein. Je pense, aux autres pays européens notamment et puis également, aux États-Unis. Il y a beaucoup de phénomènes qui sont un petit peu, équivalents. Alors, pour commencer, ce que je vous propose, c'est, tout de suite, de regarder un petit peu en quel est l'état d'esprit des gens, hem, voilà, depuis ces 2 années de crise sanitaire, dans quel état d'esprit sont les Français. Il y a vraiment une chose qu'on remarque, c'est qu'il y a une véritable envie de souffler, hein. L'idée de un petit peu récupérer de tout ce qui s'est passé et bien évidemment dans vos secteurs. C'est une envie qui se traduit de manière, très concrète. Ce qu'on observe, nous, c'est que, alors même, qu'on parle de situations, assez compliquées, un peu démoralisantes, que chaque jour, les informations nous livrent, des infos un peu, voilà, pas très réjouissantes, et bien la priorité, plus que jamais des Français est au plaisir. C'est-à-dire si on les projette, dans les années qui viennent, c'est voilà, c'est une chose qu'on sait, mais qu'on redit, la notion de plaisir, elle est importante et depuis 2 ans, on voit que cette envie-là, elle ne cesse de progresser et elle touche une grande partie, de la population, française. Ce qui va de pair avec un autre phénomène qui est que de plus en plus de gens nous disent, et ça, c'est pas seulement lié à la crise sanitaire, mais c'est des choses qu'on observait déjà avant, qu'ils ont envie de plus de légèreté dans leur vie quotidienne. Alors ça va se traduire de différentes, façons, mais c'est vrai que cette envie de prendre, la vie un peu plus à la légère, ça traduit aussi, par contraste, le sentiment que,
la vie quotidienne est parfois un petit peu lourde à vivre avec des problématiques sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus tard dans cette présentation. Donc, une envie de légèreté, une envie de plaisir qui se traduit par cette envie aussi de s'évader. Et aujourd'hui, si on regarde quels sont les premiers plaisirs dans la vie des Français, on va dire que le premier grand plaisir, c'est, pour résumer, c'est Netflix. Et ça, c'est un plaisir qui a eu tendance à progresser encore sur les dernières années. Donc Netflix, regarder des films, des séries au sein de la maison, enfin, rester chez soi et pouvoir s'évader un petit peu par procuration. Mais ce que vous voyez aussi, c'est que le deuxième plaisir des Français, c'est d'aller au restaurant. Et ça, ça fait partie des plaisirs qui progressent. Donc je dirais qu'il y a à la fois ces plaisirs qu'on retrouve à domicile dans le cocon de la sphère privée, mais il y a aussi cette envie de sortir, d'aller dans des lieux de loisirs. Et le restaurant fait clairement partie des principales sources de plaisir des Français aujourd'hui. Néanmoins, il faut tout de même un petit peu tempérer ce constat, dans la mesure où il y a de vrais clivages aujourd'hui d'ordre socio-économique, c'est-à-dire que la manière dont on va trouver du plaisir et dont on va réussir à s'évader, ce qu'on constate, c'est que c'est encore très structuré par l'appartenance sociale. C'est des constats qui ne sont pas nouveaux, mais qu'on redit aujourd'hui parce que c'est peut-être des choses qu'on a tendance un petit peu à oublier. Mais de fait, quand on regarde les activités qui sont fédératrices aujourd'hui, qui créent du plaisir, on retrouve les films et séries au sein de tous les types de populations, mais plus spécifiquement, tout ce qui est de l'ordre des voyages, que ce soit en France, à l'étranger, ou même le fait de sortir au restaurant. Bien évidemment, ça reste des activités qui sont beaucoup plus répandues au sein des classes aisées, qui ont les moyens de s'offrir ça, ou au sein des classes moyennes qui ont les plus hauts revenus. Donc, cette envie de divertissement, elle peut se concrétiser, mais on va dire que la France, elle est un petit peu coupée en deux de ce point de vue-là. Il y a ceux qui peuvent, ceux qui sont habitués à aller au restaurant et qui n'ont pas de problème à dépenser de l'argent pour ça. Et il y a ceux qui ne peuvent pas. Donc, d'ores et déjà, hein, si on s'intéresse aux clients, à ces différents clients, il y a clairement une question sociale qui est très présente. Et simplement pour clore sur tout ce qui concerne peut-être l'état d'esprit en ce moment vis-à-vis des questions sanitaires, ce qu'on voit, c'est que bien que cette envie de plaisir, elle est clairement ici affichée, affirmée, on n'est pas dans une recherche d'intensité. Et aujourd'hui, clairement, c'est la notion de prudence qui reste la plus réelle quand on regarde l'ensemble de l'état d'esprit et des états d'esprit des Français. Pour mettre des chiffres ici, derrière la manière dont on a envie de vivre, ce qu'on a envie de faire, compte tenu de cette crise sanitaire, eh bien ce qu'on voit, c'est qu'il y a une minorité des gens finalement qui a véritablement envie de rattraper le temps perdu, qui sont dans une logique d'impatience, avoir envie de faire beaucoup de choses, beaucoup de sorties, beaucoup de voyages, beaucoup d'activités, beaucoup de soirées, beaucoup de restaurants, de sortir dans les bars, dans les cafés. Cette population-là, elle est finalement assez minoritaire. Et vous savez, il y a quelques mois, on se disait quand la crise sera terminée, ça va être un petit peu les années folles. On va se lâcher, on va sortir. Bon, on va dire que les années folles n'ont pas réellement eu lieu, puisque cette population de gens qui ont vraiment envie de rattraper le temps perdu, elle a plutôt tendance même à baisser par rapport à l'an dernier. On a ensuite une population qui sont les cools, qui représentent un petit tiers de la population française. C'est ceux qui veulent reprendre une activité, une vie normale. On reprend tranquillement les mêmes activités qu'avant, sans vouloir effectuer nécessairement les gestes barrières. Donc, c'est cool, ils sont de l'ordre de 30%. Mais la majorité des Français se trouvent du côté des très prudents. On a 45% des gens qui nous disent vouloir reprendre une vie normale, mais en conservant les gestes barrières. Donc eux, ils se projettent quand même sur les prochains mois, les prochaines années,
dans une situation où, dans un mode de vie où ils vont avoir besoin d'être, rassurés. C'est-à-dire quand ils sortent, quand ils vont faire leurs courses, quand ils vont au restaurant, voilà, quand ils sortent, il y a un besoin, d'être, voilà, d'avoir des preuves de réassurance et eux-mêmes de conserver les gestes barrières. Et puis enfin, alors on a beaucoup parlé du syndrome de la cabane, ces gens qui restaient, qui arrivaient plus à sortir de chez eux. Nous, on observe qu'il y a vraiment 12 de la population, donc là aussi, c'est une minorité, mais néanmoins qui sont tout à fait réticents et qui, eux, hésitent véritablement à ressortir. Ils veulent vraiment limiter leurs sorties et leurs contacts sociaux. Donc, vous voyez que déjà, ce panorama-là nous dit bien que la France, elle est coupée en plusieurs groupes et on n'a pas la même, relation, à cette crise sanitaire. On n'a pas envie de sortir, de faire les mêmes choses, les mêmes activités et il y a quand même une partie tout à fait importante des Français qui restent dans un climat, de peur où, la prudence reste de mise. Donc voilà pour ce constat. Si on s'intéresse maintenant au-delà, des ressentis, à ce que la crise sanitaire a vraiment, changé, dans les comportements et en quoi elle vient modifier, la relation, qu'on peut avoir dans le secteur de l'hôtellerie-restauration avec les clients. Il y a tout d'abord, ce que je vous propose, c'est tout d'abord de regarder du côté des consommateurs, ce qu'elle a été amenée à modifier et ensuite on verra plutôt du côté des actifs, côté travail, quels ont été les impacts, de cette crise sanitaire. Alors du côté des consommateurs, la première chose qu'on constate, c'est bien évidemment, la tendance à, l'accélération numérique, et vous voyez ici, on mesure, la dépendance à internet. C'est-à-dire c'est aujourd'hui, quasiment un Français sur 2 qui nous dit que quand il se retrouve sans accès à internet, ils se sentent un petit peu tout nus, un petit peu coupés de tout. Donc ils se sentent un petit peu démunis, en fait. Et ça, c'est vraiment, très, représentatif de, l'accélération numérique dans les comportements où on a pu voir que, s'évader, prendre du plaisir, on va le voir faire ses courses, tout ça était directement lié à sa capacité à accéder à internet. Nous, ce qu'on voit, c'est que et peut-être que vous êtes frappés aussi par les chiffres, d'avant la crise sanitaire qui sont finalement, assez stables. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit en fait, et ça vous ne le voyez pas parce qu'il n'y a pas les chiffres avant 2011, mais nous, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait une vraie, accélération autour, de la dépendance à internet, à partir du moment où les Français ont été, équipés en smartphone. C'est-à-dire qu'avant les années 2000 et par rapport au début des années, 2010, il y a vraiment eu un phénomène d'accélération de la relation à internet et un premier palier a été franchi. Et ce qu'on voit, c'est que, la crise sanitaire ici, accélère, véritablement cette dépendance, au numérique de manière assez, finalement assez brutale. Voilà, puisque cette exigence de numérique, on va la retrouver désormais chez la moitié de la population. Alors la vie quotidienne en ligne, elle s'est, banalisée à plein d'égards, hein. Je vais pas tout commenter, mais le fait de consulter un médecin en ligne, de faire des appels en visioconférence, de faire ses loisirs, en ligne, se divertir sur smartphone, d'utiliser des plateformes de contenu à la demande. Tout ça, c'est des choses qu'on a vues, beaucoup, beaucoup, augmenter, en l'espace, voilà d'un an, d'un an et demi. Avec un phénomène qui est tout à fait intéressant, qui est qu'en fait, quand on demandait aux Français après le premier confinement, heu, quelles étaient les activités qu'ils avaient faites de manière un petit peu contrainte, pendant les premiers mois de la crise sanitaire, quand on leur disait: «C'est quoi toutes les activités que vous avez faites et parmi celles-ci, quelles sont celles que vous pensez maintenir à l'avenir?» Finalement, il y a toute une partie des gens qui nous disaient: «OK, moi j'ai fait des achats en ligne, j'ai consulté un médecin en ligne, j'ai fait des appels en visioconférence, mais c'est des choses dont je pense que ça va pas forcément s'installer dans mon mode de vie». Mais un an plus tard, après un phénomène de familiarisation et on refait des confinements et cetera, finalement, la phase d'expérimentation de certains comportements s'est vraiment transformée en comportements qui s'installaient
et on a vraiment basculé, pour certaines personnes, dans d'autres modes de vie. C'est pour ça que vous voyez à l'écran que, le nombre de personnes qui nous a dit faire des achats en ligne et vouloir, continuer à faire ces achats en ligne a fait un bond, assez spectaculaire en l'espace d'un an. Donc voilà, tout ceci accélère ces nouveaux modes de vie, avec symboliquement le fait que, en 2021, il y a aujourd'hui une majorité des Français qui nous disent faire des achats à distance, au moins une fois par mois, et on voit que ces chiffres sont, relativement, enfin encore plus élevés chez les plus jeunes, générations. Sachant que, c'est assez frappant de voir qu'une enseigne comme Amazon aujourd'hui, c'est la troisième enseigne préférée des Français derrière Lidl et derrière, Leclerc. Donc il y a aussi derrière, ce que ça nous dit, c'est que la relation, client qui a été, instaurée par Amazon à travers sa promesse de rapidité, de facilité et de livraison à domicile, vient vraiment rencontrer un besoin, de la part des Français. Alors quand on parle de livraison, et si on s'attache plus spécifiquement à la livraison, de repas ou de plats, tout prêts à domicile, on en a beaucoup parlé, on le voit beaucoup, dans les centres-villes, dans les villes plus généralement, mais surtout dans les centres-villes et encore plus dans les grandes villes. C'est aujourd'hui un phénomène qui reste, minoritaire, hein. Vous voyez, c'est 17 des Français qui nous disent s'être fait livrer à domicile au cours de la semaine passée. Donc, alors on peut le voir de 2 manières, soit on se dit que c'est quand même beaucoup de gens, et d'autant plus que ce chiffre a fortement augmenté en l'espace d'un an, ou on se dit que, bah, c'est quand même, le fait d'une minorité. Mais néanmoins, c'est une tendance pour nous qui est tout à fait, importante à suivre, d'autant plus que si on regarde, qui s'est fait livrer, c'est intéressant de voir que là encore, on n'est pas tout à fait sur les mêmes types de clientèle. C'est, les personnes qui ont cette propension à se faire, livrer des repas à domicile. C'est intéressant de voir d'une part que ça traverse ici toutes les classes sociales. Ça, c'est un vrai enseignement, c'est-à-dire qu'on soit, hyper, aisé, ou bien, qu'on ait des revenus plus modestes. On a cette habitude à se faire, livrer à domicile. Alors, derrière ça, il y a effectivement, peut-être, des produits, des offres, des contenus, des prix qui sont, assez variés, et on n'a pas envie de mettre le même prix derrière, quand on est, en fonction de son milieu et de son revenu. Mais par contre, ce qui est aussi tout à fait, intéressant, c'est de noter, et pas très surprenant en réalité, mais c'est de noter que, les plus jeunes générations, ici c'est la génération, réseaux sociaux que vous voyez à l'écran à droite, 29 d'entre elles, c'est-à-dire quasiment, bientôt, près d'un jeune, de 15-30 ans sur 3, a l'habitude de se faire livrer à domicile. Donc une accélération liée à la crise sanitaire, et puis si on se projette à demain, des générations qui finalement intègrent ça très facilement, d'ores et déjà à leur mode de vie. Et de fait, si on regarde aussi les ruptures fortes, qu'a impliqué, la crise sanitaire, c'est tout ce qui concerne, la révolution autour du drive et du click and collect. Avant la crise, ce qu'on voyait, c'est déjà un fort développement des pratiques de drive, mais c'était plus spécifiquement, dans les lieux tels que, les grands centres commerciaux ou, les grands hypermarchés. La crise sanitaire finalement a encouragé le développement du click and collect, mais plutôt dans les centres-villes, avec, des petits commerçants qui se sont mis à créer leur, propre marketplace, et qui se sont vraiment, bougés pour pouvoir, proposer des choses en ligne. Ça a été tout le développement, des supermarchés et des cuisines fantômes, mais à l'intérieur des villes. C'est-à-dire qu'on a vu un petit peu, partout dans les grands centres-villes, urbains, avoir, pignon sur rue, ces supermarchés qui sont finalement uniquement disponibles aux livreurs qui vont, les livrer dans un périmètre, proche de là où ça se trouve, ou bien des cuisines fantômes, où on a uniquement les cuisines sur place et où là encore, soit on vient chercher son plat en direct, soit on se le fait livrer, à côté, quand on habite à côté. Et puis il y a aussi tout le phénomène des box urbains, qui là encore prennent leur essor. C'est-à-dire que,
on vient chercher dans un box ce qu'on a acheté en ligne. Donc, une des ruptures de cette crise sanitaire, ça a été de déplacer aussi le click and collect beaucoup plus au sein des centres-villes et de prendre l'habitude de faire ces drives piétons. Un autre phénomène important qu'on a vu avec la crise sanitaire, c'est le fait que les Français nous disent avoir pris goût à cuisiner. Alors on est dans une culture où c'est déjà très, très ancré dans les comportements, mais faire la cuisine, heu, ça a été la deuxième activité des Français, après le fait de regarder la télévision, et ça, c'est des choses aussi qui ont eu tendance à continuer d'augmenter entre 2020 et 2021. Donc il y a aujourd'hui en France un véritable plaisir à faire la cuisine, et on observe aussi que les gens de plus en plus nous disent prendre le temps de préparer les repas, même en semaine. Et même voilà, la proportion de ceux qui nous disent j'ai pas le temps de cuisiner, surtout en semaine, elle a tendance un petit peu à baisser. Donc ça, c'est aussi lié peut-être au développement du télétravail, mais clairement, cette envie de cuisiner, on sent qu'elle est un petit peu plus forte dans les foyers français. Et ce qu'on voit, c'est que la période, elle a été propice aussi à pas mal d'innovations et aux nouveaux concepts, puisque aujourd'hui, c'est un chiffre minoritaire, mais qui est tout de même, si on le projette en valeur absolue sur l'ensemble des Français, non négligeable. Il y a 16% d'entre eux qui achètent ou se fait livrer des paniers repas, des box à cuisiner. Donc ici, c'est vrai que si on se projette dans la relation client, on est un petit peu dans un modèle intermédiaire entre Heu, voilà, se voir offrir des box où on a la possibilité avec des recettes de se concocter des bons petits repas. Donc on est entre la cuisine maison et quelque chose qui est plus de l'ordre de recettes qu'on aurait peut-être pu trouver plutôt au restaurant. Donc on est dans des modèles un petit peu plus hybrides, un petit peu plus intermédiaires, et ça, on va dire que c'est relativement nouveau et relativement favorisé par les tendances qu'on observe depuis 2 ans. En termes de tendance également, ce qu'on voit, c'est moins de formalisme dans les repas. Alors ça, c'était des choses voilà, qui avaient tendance également à s'accentuer avant la crise sanitaire. Mais là encore, on va dire que cette crise, cette période vient remettre une pièce dans la machine, avec des progressions très fortes de personnes qui nous disent commencer à prendre, enfin, co on va, enlever l'entrée quand pour le repas du midi, donc commencer directement par le plat principal. C'est aujourd'hui une majorité de Français, hein, qui ne prend plus d'entrée. Sauter des repas, grignoter quelque chose, prendre des repas assis devant une table basse, ou encore, voilà, grignoter en situation de mobilité. Alors ça touche pas toute la population, mais néanmoins, on voit que ce sont des tendances qui sont dynamiques, et les Français ont clairement nous disent qu'ils ont moins besoin de manger de manière formelle, alors même que c'est un des attributs du repas à la française. Même si ce modèle résiste bien, on voit quand même que les choses évoluent, et si une majorité de gens nous disent qu'aujourd'hui, c'est important pour eux d'avoir une belle table avec des choses bien présentées, eh bien, on sent une petite tendance, un petit recul sur cette exigence-là. Et puis, je dirais, pour revenir à ce phénomène d'accélération numérique, c'est le fait que ces comportements bougent beaucoup, fait aussi que de plus en plus, eh bien, on mange devant des écrans. Alors manger devant la télé, c'était des choses qui étaient déjà très installées, mais de plus en plus, on le fait. Et puis, vous voyez, il y a aujourd'hui un Français sur 3 qui mange devant un ordinateur ou en regardant son smartphone. Donc là encore, c'est aussi quand on voit ces évolutions-là, derrière, ça pose des questions en termes de qu'est-ce que les gens ont envie de trouver quand ils vont au restaurant? Est-ce qu'ils ont envie de trouver un modèle avec moins de formalisme, ou est-ce que le restaurant doit justement être le lieu où ça va être cet univers particulier où on va pouvoir retrouver des choses beaucoup plus qualitatives et beaucoup mieux présentées que chez soi? Ça, c'est une vraie question. Une autre tendance aussi
que je voudrais souligner, dont on parle beaucoup, hein, et dont on parlait là encore avant la crise, c'est, la demande de proximité. Aujourd'hui, ce qu'on voit et enfin, ce qu'on a pu observer, hein, pendant les premiers confinements, c'est qu'il y a eu, un mouvement vers les producteurs locaux, hein. Il y a toute une partie des Français qui ont voulu, soutenir les producteurs locaux et qui, de fait, sont allés acheter des produits directement, chez les producteurs locaux. C'est une envie, c'est une aspiration qui se confirme, en 2021, qu'on a vu se confirmer. C'est intéressant parce que tout ce qui concerne la sphère de proximité, que ce soit, passer plus de temps avec les proches, soutenir les producteurs, locaux, passer du temps dans la nature aussi autour de chez soi, tout ça, ça fait vraiment partie des envies qui ont été, stimulées, renforcées par la crise sanitaire. Alors les aspirations, les envies sont là, heu, néanmoins, ce qu'il faut voir, c'est que, par rapport à 2020, on sent que les gens ont un peu repris leurs habitudes d'avant. C'est-à-dire que même si pendant les confinements, ils ont été, plus chez les producteurs, sans passer par les distributeurs, ils reviennent quand même, à, des magasins, où ils vont, enfin s'approvisionner, des magasins plutôt des hypermarchés, des supermarchés. Donc il y a quand même des comportements qui ici ne perdurent pas autant que, l'envie qu'ils affichent laisserait penser. Et puis de façon générale, heu, ici ce qu'on constate, c'est que l'engouement pour, la consommation responsable, tout ce qui concerne le bio, est en léger recul. Entre 2020 et 2021, les gens qui ont eu envie de dépenser un petit peu plus pour des produits d'origine française, qui ont eu envie d'acheter des produits bio, il a tendance à rebaisser un petit peu. Et il faut replacer ça dans une logique, dans une perspective de plus long terme. C'est-à-dire que nous, le mouvement qu'on voyait, et plutôt qui s'affirmait, au cours des années, 2010, c'est une vraie progression, de ce type de consommation. Mais voilà, la crise vient mettre quand même un petit coup d'arrêt à cette consommation, responsable. Donc ça aussi, c'est le signe que, les Français ont aussi envie un petit peu de relâcher la pression et de pas se donner trop d'exigences. Sachant que, on le montre aussi à travers tous les c'est pas seulement ce qu'il y a dans le contenu de l'assiette, mais dans les gestes, éco-responsables, le fait de pratiquer le tri, voilà, d'acheter des produits respectueux de l'environnement, d'éviter des produits qui ont nécessité beaucoup de transport. On voit que ce sont des comportements qui n'augmentent plus, qui n'ont pas augmenté et qui ont même eu tendance un petit peu à régresser. Et c'est vrai que toute cette question d'avoir, des comportements, plus écologiques, c'est vraiment, au cœur des tendances actuelles. Et on voit que ça a du mal à s'installer, très concrètement pour différentes raisons, hein. Nous, on a listé, une série de 10 freins qui fait que ce défi écologique, il a du mal à être, relevé par tout un ensemble de consommateurs et que la transition vers des modes de vie, plus responsables de l'environnement, il y a pas mal d'obstacles en fait qui font que c'est ralenti ou qu'il y a des vraies avancées qui sont empêchées. C'est tout d'abord, bah, le poids des habitudes, hein. Les gens ont des difficultés à changer, c'est normal, c'est comme ça, c'est l'être humain. On a du mal à vraiment, changer les choses. Il y a bien évidemment la barrière du prix et j'y reviendrai après. C'est vrai que consommer, bio, consommer plus responsable, ça coûte, enfin en tout cas, l'avis des gens, c'est que ça coûte plus cher et on le voit, très clairement dans les magasins, dans un contexte où il y a quand même, des problématiques financières, très claires qui se posent dans notre pays actuellement. Il y a une offre aussi qui n'est pas forcément adaptée, c'est-à-dire quand on interroge les gens, ils nous disent: «Bah, moi je trouve pas à côté de chez moi, à proximité de chez moi, une offre de produits qui irait, dans ce sens-là». Il y a aussi tout ce qui a trait au manque d'information et on voit aujourd'hui que l'ensemble des labels, des Nutri-Score, des labels environnementaux, montrent aussi qu'il y a quand même des efforts qui s'affirment, et qui viennent vraiment rencontrer un besoin de transparence et d'avoir accès à plus d'informations. Et puis je dirais, il y a bien évidemment le principe de plaisir, hein, dont je parlais en introduction de cette, présentation et qui est que, bah, les gens ils veulent pas sacrifier le plaisir du goût, le plaisir, du gras, le plaisir de plein de choses qui vont aussi, peut-être à rebours de ce qu'on propose dans cette logique d'avoir, des comportements plus éco-responsables et plus responsables de façon, générale.
Donc voilà, il y a tout un tas de freins dont un des enjeux, c'est véritablement de les lever. Et dans cette relation client, tous ces différents points peuvent être adressés de façon séparée. Enfin, autre élément sur lesquels, j'aimerais, revenir et qui sont vraiment, aussi là, importants et qui viennent peut-être, parfois on entend dire certaines choses, mais c'est vrai qu'autour de la voiture, il y a des vrais débats. C'est un sujet qui est assez clivant, on va dire, dans la société française. Et de fait, ce qu'on peut dire de cette crise sanitaire, c'est qu'elle a renforcé, positivement l'image de la voiture, dans le sens où quand on demande aux gens: «Quels sont vos transports préférés?», clairement, il y a pas photo, c'est la voiture qui est de loin en première position, et qui ne cesse d'augmenter, par rapport à 2019, parce que c'est le lieu où on se sent en sécurité. Voilà, c'est aussi, le moyen de sa liberté, là où on n'est pas en contact avec d'autres personnes. Donc il y a une prime à la voiture qui est, extrêmement claire. Et on voit, par contraste que, à la fois les transports en commun, mais aussi l'avion ont tendance à vraiment, perdre des points, sur ce sujet de la mobilité. Et puis, voilà, ici c'est en tendance, hein. Vous voyez les personnes qui utilisent une voiture au moins une fois par semaine. Donc c'est un chiffre qui n'a cessé d'augmenter au cours de la décennie, 2010. Donc on a toujours autant, voire plus d'automobilistes, sur les routes. Et puis je voudrais vous montrer, ça parce que parfois quand on habite dans les villes et notamment, à Paris ou dans des grandes villes comme, Bordeaux, Lyon, Marseille et cetera, on n'a pas le même rapport au transport et parfois on oublie à quel point, le lieu de vie est très, structurant dans, le rapport, à sa mobilité. Si vous prenez les habitants de Paris intra-muros, leur premier mode de transport, le mode de transport préféré qu'ils nous citent, c'est la marche à pied. Finalement qui est devant la voiture, devant le TGV. Le TGV en deuxième position, le train TGV et ensuite la voiture. Vient ensuite le vélo. Mais on voit que c'est pas du tout la même hiérarchie, quand on regarde, l'intégralité de la France. Et là, ici, les chiffres qu'on observe dans Paris intra-muros sont, tout à fait similaires dans, toutes les autres grandes villes de France. Donc ici, ça veut dire aussi qu'en termes de relations, clients, pour, accueillir les clients, il y a un enjeu autour de la mobilité qui se crée, très clairement. L'avion, ça a été un mode de transport qui était déjà, assez, remis en cause, on va dire, par, toute une frange de la population, pour des raisons écologiques avant la crise sanitaire. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On constate aujourd'hui que les gens qui ont l'habitude de voyager, qui ont envie de voyager, c'est-à-dire, à la fois les populations les plus aisées, qui peuvent se le permettre, mais aussi les populations les plus jeunes, qui sont les plus, intéressées par le voyage, par les déplacements, par la mobilité, eh bien ces populations sont toujours, très attirées par l'avion et très impatientes de pouvoir à nouveau, voyager. Donc en termes d'implication, si on fait un petit peu le bilan, des effets, de la crise sanitaire et des tendances qui sont liées à ce changement, brutal de mode de vie. Tout d'abord, on observe qu'il y a un regain d'optimisme et une envie d'évasion qui est très clairement, qui est très clairement exprimée par les Français et ça, en tant que tel, c'est une opportunité pour le tourisme. Il y a une envie, qui est là, mais dans les faits, certains freins demeurent, importants. On observe également, ce boom digital ce phénomène d'accélération digitale qui fait qu'aujourd'hui, quand on est, restaurateur, quand on est, hôtelier, heu, il faut avoir en tête le fait qu'au cours de ces 2 dernières années, les codes culturels, les références ont beaucoup, bougé et que, la demande en termes, d'interface, en termes de voilà, de possibilités et le niveau d'exigence s'est beaucoup élevé en l'espace de 2 ans, puisque des acteurs comme Amazon, des acteurs comme, les Netflix et compagnie, les acteurs comme qui sont pas forcément dans votre secteur, hein, mais tous ces acteurs-là ont vraiment, voilà, imposé
de nouveaux codes en termes de points de contact digitaux et d'infrastructures numériques. Et puis enfin, le troisième point, je dirais, à retenir de ce qui sort de cette crise sanitaire, c'est un désir de local, de proximité, qui s'est tout à fait renforcé, avec là aussi des opportunités pour le tourisme, avec qui est que quand on met en avant des particularités locales ou des acteurs locaux, de fait, ce sont des choses qui sont extrêmement bien perçues par les clients et voilà, bien perçues et qui amènent aussi un regard très positif sur tout ce type d'offres qui impliquent de la proximité. Heu, Relativement à la crise sanitaire et à tout ce qu'on observe, alors on n'est pas du tout devin, on n'a pas de boule de cristal. Simplement en écoutant les gens et en regardant les choses évoluer, ce qu'on voit, hein, c'est que les 2 prochaines années encore vont être très certainement marquées par une prédominance du tourisme de proximité. Qu'à 2024-2025, on peut se dire qu'on retrouvera une forme de tourisme de rattrapage avec un retour des destinations lointaines et une recherche d'exotisme pour les populations qui sont les plus en affinité et les plus à l'aise avec le voyage. Et puis, à un horizon un petit peu plus lointain, 2026-2030, on peut se dire qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait un phénomène de rééquilibrage, c'est-à-dire que les tendances de long terme et les réglementations et les évolutions en matière d'écologie font qu'on s'oriente vers peut-être un tourisme beaucoup plus, enfin, qui aille dans le sens de beaucoup plus de respect de la nature, plus de responsabilité. En tout cas, ça va faire partie des exigences des clientèles de demain, mais peut-être à un horizon un petit peu plus lointain que ce qu'on observe aujourd'hui. Alors ici, je vous ai, on a abordé toutes les questions qui étaient plus d'ordre du court terme et liées à la crise sanitaire. Si on se projette maintenant à un horizon un petit peu plus lointain et si on regarde l'impact des tendances plus sur le long terme, qu'est-ce qu'on doit avoir en tête? Qu'est-ce qui nous semble important? Ah oui, alors pardon, je voulais finir sur cette crise sanitaire. J'oubliais effectivement que on avait regardé le côté consommateur, mais que du côté des actifs, cette crise sanitaire a bien évidemment aussi des impacts importants, avec un vrai défi qu'on observe, alors que vous observez, vous, au premier chef, dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. Mais c'est de manière générale, hein, si on considère l'ensemble des actifs en France, un tiers d'entre eux nous disent avoir du mal à trouver du sens à leur travail. Si vous regardez la différence avec 2019, c'est énorme en fait. Il y a vraiment c'est comme si on était passé dans une sorte de moulinette de la crise sanitaire, du confinement, où beaucoup de gens ont pu faire une forme de retour sur soi, hein. Beaucoup de gens, que ce soit en France, en Europe ou aux États-Unis ou même en Asie, où on interroge régulièrement des gens, on a pu voir que c'était vraiment une période dans laquelle les gens voilà, ont réalisé parfois que leur travail ne leur convenait pas. Et ils ont pu un petit peu sortir la tête de l'eau pour se rendre compte, prendre conscience de ce qui ne leur convenait pas. Donc, moins de sens perçu dans son travail et un monde du travail qui reste marqué par la pression. C'est-à-dire que les gens qui nous disent qu'ils vont craquer au travail, les actifs, c'est beaucoup de gens. Vous voyez, c'est 44% des actifs qui nous disent être trop stressés et avoir le sentiment qu'ils vont craquer. Et c'est un chiffre qui n'a cessé d'augmenter en un an. Il y a la question aussi de la santé physique, où là, il y a la moitié des actifs qui nous dit que leur activité professionnelle a un impact négatif sur leur santé physique. Et puis, la pression, le fait de se sentir sous pression, hein, ici, on n'est pas dans des cas de risque de burn-out, mais on est quand même d'être dans ce sentiment que, voilà, la pression, elle fait partie pour 29% des actifs français, elle fait partie finalement de leur quotidien au travail. Donc tous ces éléments-là expliquent qu'aujourd'hui, il y a quasiment un actif sur 4 qui nous dit avoir envisagé de changer de travail ou de métier depuis la crise sanitaire. Ce qui nous frappe, c'est que ce chiffre,
il augmente beaucoup entre 2020 et 2021. Donc, c'est un mouvement qui est amorcé, qui continue et qui très clairement s'exprime dans les métiers comme ceux de l'hôtellerie et de la restauration, hein, en France, mais aussi dans d'autres pays. Et puis, ce qui est frappant, c'est de voir que ce sont les jeunes actifs qui aussi nous disent ça en premier lieu. C'est quasiment un tiers des jeunes actifs, des 25-34 ans, qui nous disent envisager déjà de changer de travail ou de métier. Ce qui laisse un petit peu augurer des prochaines années, même indépendamment de la crise sanitaire, ce qu'on voyait déjà pointer avant et dans le courant des années 2010, c'est que, vous savez, les personnes qui font les bilans de compétences nous disaient, on voit arriver des gens beaucoup plus jeunes qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, l'âge des bilans de compétences était plutôt à partir de la quarantaine. Eh bien, de plus en plus de personnes dans les ressources humaines voilà, témoignent du fait que maintenant, dès 28, 29, 30 ans, à peine après quelques années d'expérience professionnelle, on est déjà dans une logique de remise en question de ce qu'on va faire. Et la crise sanitaire, là aussi, vient accélérer ce phénomène-là. Et puis en matière de travail, il y a bien sûr de gros changements culturels qui sont occasionnés par cette crise. C'est celle du télétravail, alors qui touche bien évidemment de façon très différente l'ensemble des métiers. Mais ici, ce qui est frappant, c'est de constater que ce mouvement d'intérêt pour le télétravail et finalement le fait de considérer qu'il est normal d'avoir des moments où on travaille depuis son domicile, c'est quelque chose qui est encore plus ancré chez les jeunes générations. Donc là encore, observer des spécificités fortes au sein de ces jeunes générations nous donne déjà un aperçu des changements culturels à l'œuvre et de ce qui va advenir dans les prochaines années. Voilà, donc si j'en viens maintenant, au-delà de ces aspects consommateurs et de ces aspects actifs, aux défis de demain, même de plus long terme, sans tenir compte uniquement de cette crise sanitaire, eh bien, il y a tout d'abord, je viens un petit peu de l'évoquer, le défi du basculement générationnel. Il y a encore quelques années, on va dire quelques décennies, on voyait plutôt un phénomène de convergence des générations. C'est-à-dire que les plus âgés et les plus jeunes avaient tendance à converger dans certains comportements, dans certaines attitudes, dans certaines valeurs. Et ce qu'on observe depuis quelque temps, et spécifiquement avec la nouvelle génération, c'est qu'il y a des vrais clivages entre générations qui se font jour et qui, là encore, ont un impact sur la manière de considérer les différents clients et les différentes clientèles. Ce basculement générationnel, pour en parler, on a adopté cette grille de lecture que vous avez à l'écran. C'est-à-dire que souvent, on parle de génération, on parle des baby boomers, on parle plus récemment de la génération X, puis de la génération Z, puis voilà, il y a plein de lettres qu'on met sur les différentes générations. Parfois, on ne sait pas trop de quoi on parle. Donc, l'exercice qu'on a fait ici, c'est qu'on a segmenté la population française en 4 grandes générations, en revenant à leurs marqueurs générationnels. Les marqueurs générationnels, c'est en gros tout ce qu'on va expérimenter au moment des années de formation, quand on est adolescent ou jeunes adultes, au moment de ces années de transformation. Eh bien, ça va beaucoup influencer pas seulement nos modes de vie, mais aussi notre manière de faire des choix et bien évidemment nos valeurs. Et ce qu'on a voulu faire ici, c'est essayer de comprendre en quoi certaines générations étaient marquées par certains phénomènes. Si on prend la génération des baby boomers, c'est-à-dire qui sont nés avant 1960, finalement, ce sont des gens qui sont construits avec un modèle de consommation lié au progrès. C'est-à-dire qu'il y avait les premiers hypermarchés qui nous simplifiaient la vie, il y avait toute cette révolution des mœurs, de libération, on commençait à découvrir l'espace. Donc finalement, c'est une génération qui a grandi avec ces années de croissance économique, de plein emploi, où tout allait plutôt dans une bonne direction, où
tout le monde allait dans la même direction, vers plus de progrès, plus d'éducation et des choses de mieux en mieux. Ensuite, on a, la génération crise qui est née, qui a aujourd'hui celle qui a entre 45 et 60 ans, qui est née, on va dire, entre 1960 et 1975, qui elle, et c'est pour ça qu'on l'appelle génération crise, a connu les premiers chocs pétroliers, le chômage de masse, le virus du sida, la grande récession de 1993 pour les plus jeunes d'entre eux. Donc il y a un ensemble finalement, de phénomènes qui font qu'eux, alors dans leurs années de formation, voilà, c'est plutôt des chocs qui se présentent à eux et eux, ils ont toujours vécu dans cette idée qu'il y a des crises un petit peu tout le temps. Ensuite, on a la génération mondialisation qui a aujourd'hui entre 30 et 45 ans. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle la génération mondialisation? Ben, c'est eux qui ont grandi avec, la chute du mur de Berlin, avec la fin de l'apartheid, avec, la possibilité de voyager à bas prix, à l'autre bout du monde, ou à l'autre bout de l'Europe dans un premier temps. C'est ceux qui ont connu, la construction de l'espace Schengen, la création de la zone euro, la monnaie unique. Donc on est vraiment dans une logique même de mondialisation, économique. Donc on est vraiment dans cette logique d'ouverture qui fait aussi que sur le plan, culturel, sur le plan de ce qu'on mange, sur le plan de ce qu'on apprécie, on découvre tout ce qui vient, beaucoup plus de l'ailleurs, de l'étranger. On est beaucoup plus, en affinité et en contact avec ce qui se fait ailleurs qu'en France. Et puis on a enfin la génération réseaux sociaux qui a aujourd'hui entre 15 et 30 ans, qui eux est véritablement marquée, par, la télé-réalité, par, les Facebook, les YouTube, hein, tout ça, la mise en scène de soi qui finalement ils ont grandi avec ça, les plateformes, mais aussi, les problématiques environnementales dont on parle de plus en plus avec Al Gore et le GIEC, prix Nobel de la paix, en 2007. Et aussi ce sont ceux qui grandissent avec, des mouvements de société comme, le mouvement MeToo qui là aussi marque profondément cette génération. Donc j'ai été un petit peu longue, sur cette présentation des générations, mais c'est vraiment pour vous dire qu'aujourd'hui, on a sur certains sujets, certaines valeurs, certaines dimensions, des différences, extrêmement fortes entre ces différentes générations qui fait que, quand on va parler à un baby boomer et quand on parle à un jeune de la génération réseaux sociaux, on va pas du tout avoir les mêmes préoccupations, on va pas du tout avoir les mêmes attentes, voilà et les mêmes valeurs. Donc il y a un changement de valeurs qui s'opère et je vais vous en montrer quelques-uns. Tout d'abord, la notion, le besoin d'autonomie, l'autonomisation de ce qu'on fait, l'autonomisation, le besoin d'autonomie dans sa vie quotidienne, mais aussi dans son travail. C'est un mouvement qui a été ici, vous le voyez sur presque 40 ans d'historique, un mouvement qui est plutôt tiré par les jeunes. C'est-à-dire, si on prend les 15-30 ans dans les années 80, en 1985, il y en a un sur deux qui nous dit avoir un esprit d'entreprise. Je suis de ceux qui pourraient créer une entreprise ou qui pourraient monter leur propre affaire. Si on prend un jeune de 15-30 ans aujourd'hui, c'est 6 sur 10, 61%, qui nous dit avoir cet esprit d'entreprise. Donc c'est un chiffre qui a augmenté, alors qui marque un petit peu le pas depuis le début des années 2010, mais vous voyez quand même, on est dans cette logique de cette volonté d'entreprendre, elle est de plus en plus présente. Elle tire aussi, l'ensemble de la population. C'est pas que les jeunes qui sont là-dedans, mais c'est clairement eux qui sont en avance là-dessus et qui enclenchent ce mouvement-là. Idem, ici, vous avez, des séries, longues de chiffres qui vous montrent, l'évolution, en fait, des valeurs des jeunes, des 15-30 ans. En 1975, quand on demandait, aux gens: «Est-ce que vous préférez, heu, être, dans la conformité, c'est-à-dire, se conformer à ce que tout le monde, fait, est, la manière dont ils s'habillent, ou est-ce que vous préférez les gens qui ne se sentent pas obligés d'être, comme les autres et qui ont une certaine originalité?» On voit que ce désir de singularité, en 1975, c'était un jeune sur deux, hein, de 15-30 ans qui nous disait: «Oui, bah, moi je préfère être original qu'être conformiste». Et vous voyez qu'au sein de la population, de l'ensemble de la population,
C'est un tiers des Français qui nous disaient préférer être original. Donc il y avait quand même une société marquée par du conformisme, le fait qu'il fallait être comme tout le monde et respecter les codes sociaux partagés par tout le monde. Aujourd'hui, en 2020, vous voyez qu'il y a plus débat, que ce soit au sein de la population globale ou même au sein de la jeunesse. Heu, il faut montrer son originalité, il faut montrer à quel point on est singulier. Ça fait partie des tendances les plus importantes de ces dernières décennies, le fait de vouloir affirmer qui l'on est et finalement, en creux, on nous dit: «C'est un besoin d'autonomie que je revendique là». D'être différent et de pouvoir, vivre, que ce soit, dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle, en étant un petit peu différent, en m'habillant différemment, en n'étant pas obligé de respecter, les codes que tout le monde, ont. Et un autre aspect de ça, c'est ce que vous voyez, à droite, c'est le nombre de personnes qui nous disent, aimer, les piercings ou les tatouages. Donc ce qui va transformer leur corps. Vous voyez là aussi qu'il y a une vraie évolution au sein de la jeunesse, donc au sein de ces 15-30 ans. Aujourd'hui, c'est quasiment, 1 jeune sur 2, même sur une série de 20 ans, 1 jeune sur 2 qui nous dit être à l'aise, aimer, vouloir avoir des tatouages, ou des piercings. Donc c'est vrai que dans la relation client, quand on est du côté employeur ou quand on est du côté des voilà, des actifs, de ceux qui travaillent et versus, quand on est du côté des clients, souvent il y a un certain formalisme, il y a certaines normes à respecter. Aujourd'hui, le fait d'afficher sa différence, c'est beaucoup plus intégré et beaucoup plus, on va dire, accueilli positivement par l'ensemble de la population, tout en étant, tiré par, cette jeunesse qui trouve ça normal d'être un petit peu originale et différente. Donc ça, c'est un vrai changement générationnel. Et puis il y a, un autre clivage, générationnel qui est extrêmement fort. C'est un des clivages les plus forts, c'est le rapport, aux différentes cultures, au rapport à la diversité. Ici, on le voit très clairement, pour les plus jeunes, le fait la présence d'étrangers qui appartiennent à d'autres cultures, c'est une chance pour la diversité. Eux, ils voient ça comme une chance. Alors que les générations, plus anciennes, on va dire, la génération baby boom, pour eux, c'est plutôt une menace. Idem, le mélange des cultures, alors on peut le projeter sur plein de choses, hein. Ça peut être dans les modes de vie, ça peut être, en matière de cuisine, ça peut être ce mélange des cultures est perçu extrêmement positivement par la génération réseaux sociaux. C'est 69 qui nous dit: «Oui, mélanger les cultures, c'est une bonne chose», alors que la génération baby boom, c'est une minorité. C'est un peu plus d'un tiers d'entre eux, mais vous voyez, ça reste une minorité d'entre eux et on voit que au fur et à mesure de l'évolution des générations, il y a vraiment une ouverture et finalement, le fait de mélanger les cultures, c'est considéré comme normal pour toute une partie de la population, alors que ça peut être considéré comme un problème pour d'autres générations. Donc ça, c'est un vrai point important, ce qui nous amène à une question, qui crée, souvent, pas mal de crispations dans la société française, c'est la question de, la laïcité. Et on voit qu'il y a beaucoup d'évolutions aussi sur la manière de concevoir ces questions, autour de la laïcité. Pour les plus anciennes générations, il y a un modèle de laïcité traditionnelle qui est, qu'on ne doit pas, montrer des, signes d'appartenance, religieuse, dans tout ce qui a trait, aux institutions publiques, à l'école, et cetera. Eh bien, pour la génération, réseaux sociaux, finalement, c'est une nouvelle conception de la laïcité qui est en train de s'affirmer et sur laquelle il y a beaucoup de clivages. C'est-à-dire que quand on demande aux gens est-ce qu'il est acceptable de trouver dans les cantines une alimentation adaptée à tous les préceptes religieux, soit préceptes, catholiques, musulmans, voilà, et cetera. Eh bien, c'est pour eux, c'est presque normal. C'est normal d'avoir, une alimentation qui soit adaptée à tout le monde et en fait, la question, religieuse chez ces jeunes générations, il y a vraiment une dimension, culturelle, liée aux libertés individuelles
qui est liée à cette question des religions. Montrer des signes religieux, c'est plus une question d'affaire de liberté individuelle, et c'est pour ça qu'on voit parfois pas mal de clashs entre les différentes générations aussi sur ces sujets-là, et qui font qu'en matière même d'aménagement du temps de travail, ou voilà, de port de signes de reconnaissance religieux sur son lieu de travail, on n'est pas d'accord entre générations, et ça peut créer des vraies tensions et des vraies questions. Enfin, il y a une autre thématique dont on entend beaucoup parler, qui là encore, hein, dans la relation aux autres et donc dans la relation client, est une question importante, c'est la question du genre, dont on voit que c'est un sujet clivant. Quand on projette les gens dans un futur à 10 ans, on leur dit demain, on sera libre de choisir son genre indépendamment de son sexe biologique. Est-ce que vous trouvez ça souhaitable? Est-ce que c'est souhaitable pour vous sur le plan d'un point de vue personnel? Et est-ce que vous pensez que c'est probable? Que ce sont des choses qui vont arriver? Vous voyez que la société, elle est très divisée, hein, sur ces sujets-là, mais que quand on regarde les différences entre générations, on a une génération réseaux sociaux qui est plus, qui se montre plus ouverte à la fluidité de genre, comme on dit. Donc ça encore, c'est des sujets qu'on voit émerger, qui posent débat, qui posent question, mais qui sont encore devant nous et qui vont, dans le secteur du travail, dans le secteur professionnel, mais aussi en matière de relations clients, sans doute être des sujets voilà, qui font qu'on peut avoir des partis pris, ou d'autres partis pris. Autre point qui fait vraiment état aussi de clivage générationnel, c'est le rapport à l'information. Donc ici, c'est moins surprenant, mais tout de même, dans les canaux de communication, dans la manière de s'adresser à différents clients, c'est un point qu'il faut prendre en compte. C'est que les jeunes générations nous disent préférer s'informer sur les réseaux sociaux. Alors, c'est pas une majorité d'entre eux, mais clairement, on voit une évolution en termes de génération. Et si on regarde plus spécifiquement les réseaux qui sont utilisés, vous voyez qu'il y a 3 réseaux qui sont très utilisés par les 2 jeunes générations, les réseaux sociaux et la génération mondialisation, qui sont YouTube, WhatsApp et Instagram. Donc, c'est par là que va se faire l'influence, la communication, la prise d'information, alors que c'est beaucoup plus minoritaire chez la génération crise et la génération des canaux d'information qui sont aussi très, très différents selon ces différentes générations. Et puis, en matière de génération, c'est aussi une nouvelle vision du travail qui est en train de s'affirmer. Aujourd'hui, alors je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, quand on interroge les Français, on leur dit: «Dans quelle mesure est-ce que est-ce que vous êtes prêts à sacrifier votre travail pour privilégier votre vie privée?» Ici, vous voyez que c'est les jeunes, plus que les plus âgés, qui nous disent être prêts à sacrifier leur travail pour privilégier la vie privée. C'est-à-dire qu'il y a un besoin d'équilibrer les 2 piliers de sa vie. Enfin, il y a 2 piliers, mais pilier privé, pilier professionnel. Ce besoin-là, il est particulièrement aujourd'hui fort chez les jeunes, et il n'est pas surprenant de voir aussi quelles sont les différentes revendications de ces jeunes générations, ou en tout cas quelles sont les exigences qu'on peut voir au sein de ces jeunes générations, sachant que c'est pas parce qu'il y a une demande de rééquilibrage que le travail n'est pas important pour eux. Au contraire, quand on leur demande quels sont les éléments qui vous paraissent les plus importants pour avoir une vie réussie, c'est quoi la clé d'une vie réussie? C'est le métier passionnant qui arrive largement en tête chez les plus jeunes. Donc ça veut dire que ces observations qu'on fait sur l'évolution du rapport au travail, ça ne veut pas dire un désintérêt du travail. Au contraire, ça veut dire un intérêt qui est particulièrement affirmé, avec une envie de trouver des métiers passionnants. Et puis, c'est aussi une nouvelle vision de l'entreprise. Pourquoi? Tout à l'heure, j'évoquais les sujets écologiques, autour de l'écologie. De manière plus globale, une des grosses tendances aussi qu'on observe depuis les 30 dernières années, c'est la demande de RSE, de responsabilité
sociale des entreprises qui a beaucoup, beaucoup augmenté. Ici, c'est la courbe bleue. Chaque année, dans nos enquêtes, on demande aux Français, est-ce que, d'après vous, les entreprises devraient se concentrer uniquement sur leur rôle économique et d'employeur, ou est-ce qu'au contraire, c'est un dilemme, hein, est-ce qu'ils devraient se préoccuper de l'effet de leurs actions sur l'environnement, sur les questions sociales? Donc, on doit se positionner sur l'un ou sur l'autre. Et ce qu'on voit, c'est que le grand mouvement de long terme, c'est cette demande de RSE, de considérer l'effet de ces actions sur la société de façon globale et à l'intérieur de l'entreprise, sur l'épanouissement du personnel, qui ne cesse, qui ne cesse de progresser. La crise de 2008, la crise financière de 2008 a mis un petit coup d'arrêt à cette évolution, mais vous voyez que très rapidement, à partir de 2012, on revient sur cette tendance de long terme à plus d'exigences en matière de RSE. Et lorsqu'on regarde ces chiffres-là par génération, on voit que ces chiffres sont encore plus importants chez les jeunes générations. Donc cette demande de responsabilité sociale, c'est la jeune génération aussi qui s'en empare et qui a envie de faire des choses par rapport à ça. Sachant qu'aujourd'hui, de plus en plus, vous savez que des entreprises adoptent le statut d'entreprise à mission, c'est-à-dire le statut juridique qui fait que vous vous dotez d'objectifs environnementaux, d'objectifs sociaux vis-à-vis de l'entreprise, et vous devez être évalué en fonction des objectifs que vous avez définis dans votre statut juridique. Ce statut d'entreprise à mission, il est encore assez peu connu par les Français, hein, de manière générale, mais si on regarde, les jeunes générations sont un petit peu plus au fait de toutes ces questions-là et ces possibilités en termes d'entreprise. Et lorsqu'on parle d'entreprise à mission, de RSE, derrière, on parle souvent d'environnement, mais il y a aussi le pilier social qui est tout à fait important. Et de fait, quand on demande aux Français quelles sont les priorités que devraient se donner les entreprises pour assumer leurs responsabilités dans la société, on retrouve plusieurs éléments qui sont dans du social. Donc, favoriser l'emploi local, payer ses impôts dans les pays où on est implanté, garantir de bonnes conditions de travail à ses salariés, ça fait partie des premiers éléments qu'on met derrière la notion de RSE. Vient ensuite la question environnementale, mesurer et limiter son impact environnemental. Et j'attire votre attention sur les éléments qui sont particulièrement plus importants pour les jeunes générations, qui nous dit aussi dans quel sens évolue la société. C'est une demande vis-à-vis de l'impact environnemental qui est aussi élevé que les questions sociales. La question de l'égalité homme-femme qui est aussi plus importante pour ces jeunes, et la question du bien-être animal, qui là encore fait partie des sujets qui sont vraiment en train d'évoluer avec ces nouvelles générations. Donc finalement, si on récapitule, on a des actifs qui aspirent à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et clairement, il y a une nécessité de s'adapter aux demandes de ces nouvelles générations, on va dire là plutôt côté employeur. Il y a une demande de responsabilité de la part des entreprises, une demande d'engagement qui sont attendues dès aujourd'hui et qui sont vraies aussi de toute une partie des clientèles, et notamment des clientèles les plus jeunes. Et puis, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a aussi une réticence croissante au formatage, ce besoin d'autonomie, ce refus du formatage, cette envie de s'exprimer individuellement, ça appelle une forme de souplesse et de personnalisation aussi de la relation, du service et des contenus de la prestation. Tout ça, ça fait un petit peu partie du cahier des charges, de ce qui va en tout cas monter dans les prochaines années. Et puis enfin, un deuxième grand enjeu, c'est celui, au-delà du basculement générationnel, d'une société qui apparaît aujourd'hui comme très, très fragmentée, avec toute une partie de la population qui nous dit avoir du mal à faire face aux dépenses de base. Donc, il y a toute une partie de la population qui a tendance à décrocher sur le plan financier, ou en tout cas à se sentir en difficulté financière. C'est important d'avoir ces chiffres-là en tête, parce que
vous voyez qu'il y a 57% des gens qui nous disent, en gros, j'ai mes dépenses de base, le logement, l'énergie, l'alimentation, et ensuite, je peux plus rien faire, alors même que j'ai envie de me faire plaisir. On l'a vu au début. Chez les classes populaires, ce chiffre se monte à 84%. Donc, on a une question autour du prix, autour du budget, qui est clairement un défi social pour les prochaines années. Et puis, voilà, quasiment un tiers de la population qui nous dit avoir très souvent des problèmes pour boucler les fins de mois. Donc, un sujet qui est au cœur aujourd'hui des questionnements et des préoccupations des clients, avec une société française qui est fragmentée en 4 points. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que vous avez à l'écran, c'est un petit peu, ce serait trop long. Mais chez Sociovision, on réalise une segmentation de la population française en fonction du niveau socio-économique. En gros, plus vous êtes en haut, plus vous avez des moyens, plus vous êtes en bas, plus vous avez des difficultés financières. Et un axe d'ouverture, on va dire, au changement socioculturel, c'est-à-dire plus vous êtes à gauche, plus vous avez tendance à vouloir conserver les choses telles qu'elles étaient avant, et plus vous êtes à droite, plus vous êtes à l'aise avec la société telle qu'elle évolue, avec les changements numériques, etc. Donc, ça nous donne ce qu'on appelle 10 socio-milieux, dont les noms sont très caricaturaux, hein, donc faut pas les prendre comme ça, mais l'idée, c'est qu'ils soient assez explicites. Mais au-delà de ces 10 groupes, on observe 4 mouvements, 4 tendances de fond, qui sont réelles depuis 10 ans et qui s'amplifient avec la crise sanitaire. Il y a tout d'abord un sentiment de déclassement, hein, celui dont je viens de parler juste avant. Il y a environ 43% des Français donc toute une partie de la classe moyenne et les classes les plus modestes, qui ont le sentiment d'être déclassés, c'est-à-dire de ne pas pouvoir être dans une dynamique positive en matière économique, de perdre du pouvoir d'achat, voilà, d'être dans une logique plutôt de régression et de difficulté. On a ensuite toute une partie de la France, 24%, qui est plutôt dans une tendance de nostalgie identitaire, c'est-à-dire ce sont des gens qui considèrent qu'il faut plutôt fermer les frontières, qu'il faut stopper l'arrivée des étrangers, qu'il faut qu'en France, en fait, les choses étaient mieux telles qu'elles étaient avant. Donc ce mouvement-là, hein, qui aujourd'hui politiquement est incarné par certaines grandes figures, il concerne un quart de la population française. On a ensuite donc on va dire que les nostalgiques identitaires, ils sont plutôt tournés vers le passé. Ils essayent de se raccrocher au passé. Et on a un mouvement qui, lui, est plus dans une logique d'essayer de se projeter dans le futur, avec un vrai sentiment d'urgence écologique, avec cette idée qu'il faut vraiment changer nos modes de vie, changer nos modes de consommation, qu'il faut être acteur de tout ça si on veut aller vers le mieux dans le futur. Et puis enfin, on a un dernier mouvement qu'on appelle le pragmatisme des élites. Alors, en gros, c'est ce mouvement qui réunit les personnes qui sont les plus financièrement aisées dans la population française, la bourgeoisie installée et les néo-bourgeois, c'est-à-dire des gens qui sont à l'aise dans la société telle qu'elle change, telle qu'elle bouge, qui sont à l'aise, qui sont agiles avec la technologie, voilà, qui sont à l'aise avec tous les mouvements de société, et eux qui sont plutôt en train de dire bon bah il y a des problèmes, il faut trouver des solutions tout de suite, et qui prônent une forme de pragmatisme. Voilà un petit peu les 4 mouvements qu'on observe dans la société, et vous voyez que ces 4 mouvements ne vont pas du tout dans la même direction. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous retrouvez des clients un petit peu partout dans ces 4 mouvements-là, qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas les mêmes attentes, qui n'ont pas les mêmes modes de consommation, et aussi au sein des actifs, et des actifs qui travaillent dans votre secteur, on n'est pas forcément situé dans les mêmes courants et dans les mêmes aspirations en termes de société. Donc tout ça alimente aussi certaines tensions, puisqu'on n'est pas d'accord sur là où il faudrait aller. Et de fait, compte tenu de ces mouvements-là, il y a aussi des applications très, très concrètes, notamment
dans le contenu de ce qu'on va dans le contenu de ce qu'on va manger, c'est-à-dire qu'il y a une façon, des exigences, des attentes qui sont pas les mêmes. Par exemple, si on prend tout le mouvement autour mouvement végétarien et le fait de plus en plus d'être flexitarien ou de manger des plats végétariens, on voit que ce sont des modes de vie qui sont beaucoup plus ancrés dans les classes les plus aisées et dans celles qui ont plus le moyen aussi d'aller au restaurant et qui se déplacent plus au restaurant. C'est aussi des clivages de façon générale sur le rapport à l'alimentation, avec en fonction de son niveau socio-économique, des populations qui vont beaucoup plus faire attention et être exigeants sur une alimentation qui soit saine, par rapport à des populations qui ont moins de moyens et peut-être des références culturelles différentes. Donc vous voyez que cette approche par socio-économique et par socio-milieu, elle a aussi des répercussions très concrètes dans les attentes qu'on peut avoir. Donc on a ici, si on se place du point de vue de la relation client, différents segments de clientèle qui sont très différents et qui derrière exigent des stratégies commerciales tout à fait distinctes et différentes. On a des attentes différentes en termes de contenu, de prix, de service, d'expérience. Et puis, il y a une vraie question qui se pose, c'est celle pour les marques, pour les entreprises, qui est celle de est-ce qu'on doit prendre position pour un courant en particulier, avoir un positionnement très précis, ou est-ce qu'il faut essayer plutôt de rassembler sur les points communs qu'ont les Français entre eux. Donc ça, en termes de stratégie et de relations clients, c'est bien évidemment une question, la question autour des valeurs, qui est tout à fait importante. Donc voilà ce que j'avais à vous dire et je voudrais simplement conclure avec une notion qui nous paraît très importante, qui est celle de la relation au temps et du rapport au temps. Puisque c'est vrai que un des effets de la crise sanitaire, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est un rapport au temps, une manière d'appréhender le temps qui a été totalement bouleversée. Et de fait, sur les dernières décennies, on a vu le temps s'accélérer avec le numérique, une forme d'accélération qui fait que derrière, on a une relation au temps qui va aussi dicter et définir ce dont on a besoin en termes d'expérience au restaurant, en termes d'expérience en matière d'hôtellerie, en termes de parcours client, de manière générale. On a aujourd'hui en France quasiment un Français sur deux qui se dit débordé et qui nous dit qu'il n'a pas assez de temps. Donc, vous voyez, la France, elle est très clivée de ce point de vue-là. En gros, il y en a, ça va, ils arrivent à gérer. Il y en a d'autres, ils sont toujours en recherche d'optimisation du temps. Il y a aussi un clivage autour de ce rapport au temps qui est différent en fonction des générations. On a la génération mondialisation qui est celle aujourd'hui qui a des enfants en bas âge ou des enfants adolescents qui, de fait, se sent plus débordés et avoir moins de temps. Mais ce n'est pas du tout le cas des retraités, bien évidemment, malgré le fait que les retraités d'aujourd'hui ont souvent, parfois, beaucoup de choses à faire et beaucoup d'activités et de loisirs. Et de façon générale, on voit que les Français n'aiment pas attendre puisque les premiers irritants dans leur vie quotidienne, quand on leur dit qu'est-ce qui vous irrite le plus, qu'est-ce qui vous énerve le plus dans votre vie quotidienne, c'est le manque de politesse, les incivilités, mais c'est le fait d'attendre, rester coincé dans les embouteillages, faire la queue ou encore attendre quelqu'un avec qui j'ai rendez-vous. Eh bien, c'est ça qui est le plus crispant et qui va jouer sur une expérience de ce qu'on est en train de vivre plus ou moins positive. Et de fait, dans cette société où on a le sentiment d'être tout le temps pressé par le temps, le fait d'avoir envie de ralentir, c'est une tendance qu'on observait avant la crise sanitaire, qui a tendance un petit peu à baisser ces 2 dernières années, mais il y a ce souhait, dans une société qui ne cesse de s'accélérer et d'aller toujours plus vite, où on optimise toujours le temps, il y a ce souhait d'aller plus lentement pour la moitié des gens. Donc ce rapport au temps, il est aussi important à prendre en compte dans des expériences qu'on peut avoir dans l'hôtellerie ou la restauration, puisque ça dépend des situations et ça dépend aussi un petit peu de son parcours de vie, de son étape de vie. Mais il y a parfois où attendre, c'est un tel irritant que
on va plébisciter les solutions qui sont fluides, qui sont rapides. Et on voit à quel point les modèles numériques, les plateformes de livraison, les Amazon, tout ça va dans le sens d'une optimisation du temps avec des plateformes qui jouent leur avantage concurrentiel sur de l'accélération et sur de la rapidité. Mais on a aussi à côté de ça une envie de relâcher de la pression dans sa vie personnelle, de prendre plus le temps, un temps qualitatif pour ses activités, pour les activités qu'on aime faire. Et de fait, aller au restaurant rentre aussi dans cette logique de prendre un temps qualitatif pour soi. Et enfin, l'idée de ralentissement, aujourd'hui, être servi moins rapidement, être livré moins rapidement, c'est une option qui se défend auprès d'une partie de la population, auprès d'une partie de vos clientèles, parce que derrière, il y a un argument qui est l'argument écologique, qui est voilà, dans toute cette mouvance écologique qui fait qu'il faut revenir à un respect du temps, un respect des saisons, un respect de la nature, qui fait qu'on peut aller vers plus de ralentissement. Voilà, je vous remercie de votre écoute et de votre attention. Voilà, pour le tour d'horizon de toutes ces tendances qui ont un impact sur la relation client. Et si on a encore un tout petit peu de temps, je serais ravie de répondre à vos questions ou à entendre vos remarques. Vous avez des questions? Moi, j'ai une question d'un internaute. Vous m'entendez, Lise? Oui. Alors, j'ai un internaute qui me dit, il me semble qu'il y a une contradiction entre ce que les Français veulent. Ils veulent se faire plaisir dans un contexte quotidien, mais en revanche, ils ont une difficulté à boucler les fins de mois. Alors, donc, on peut constater une inflation constante des prix en France. Ainsi, quel est l'avenir des dépenses pour le plaisir en France? Est-ce que les Français pourront continuer ces dépenses pour le plaisir éternellement? Il y a toute une partie des gens qui se retrouvent très, très, très contraints sur les dépenses fixes, hein, les dépenses autour de l'énergie, du logement. Et c'est vrai que ces questions-là, c'est des questions qui touchent de plus en plus de gens. En tout cas, c'est un sentiment, hein. Nous, on n'est pas des économistes, donc on ne sait pas dans quelle mesure est-ce que ça correspond. Enfin, on voit aussi les évolutions et les diagnostics des économistes. Il y a un vrai autour de la question du pouvoir d'achat, c'est une vraie question. Et c'est vrai que la façon de se faire plaisir à moindre prix, elle est réelle. C'est pour ça aussi qu'il y a un tel hédonisme et un tel plaisir autour du fait de consommer des contenus sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de cinéma, de séries. Donc, essayer de trouver du loisir, du plaisir à bas prix, c'est effectivement une vraie question. Mais après, il y a toujours dans la société une partie non négligeable de la société qui a les moyens et qui se donne les moyens de se faire plaisir. Mais on va dire qu'il y a en tout cas, un vrai clivage et peut-être aussi des frustrations qui se nouent, qui se créent autour de l'accès à des pratiques de loisirs et de plaisir qui demandent d'avoir des moyens financiers. Donc, en tout cas, c'est le défi social, le défi autour des moyens, des ressources. On le voit à un plat des égards, le mouvement des Gilets jaunes. Ce n'est pas des choses qui vont s'arrêter demain, de notre point de vue. C'est des choses qu'on voit plutôt s'accentuer dans la société actuellement. Merci. Non, pas de questions. Merci Lise, c'était passionnant. Merci à vous. Merci Lise. Merci à vous. Et bonne continuation, bonne journée, bonne conférence à tous. Merci. Merci, c'est très bien. Au revoir. Au revoir.